Voilà, je vous propose de démarrer à présent ce nouveau webinaire. Donc, j'ai le plaisir de vous retrouver donc, pour cette nouvelle session autour d'une super thématique, les nouveaux Mac avec la puce M1. Donc, on va le voir, hein, ce n'est pas qu'une simple évolution, c'est une vraie révolution. Je pense que cette phrase aurait plu à Steve Jobs. Euh, Lors de cette dernière conférence développeur, Apple a en effet présenté une nouvelle plateforme. On va la voir de façon très détaillée, euh, puisque depuis cette présentation, des nouvelles machines sont sorties et on a aujourd'hui un petit peu de recul, quelques mois plus tard, pour vous parler vraiment en détail de cette nouvelle puce M1. Je suis accompagné de mon fidèle collaborateur Cédric. J'espère que tu vas bien, Cédric. Oui, merci beaucoup Yann, je suis ravi d'être avec vous. Alors Cédric, je te laisse peut-être te présenter. Ouais, nous sommes partenaires d'InMac, on est spécialisé service notamment autour du Mac, mais pas que, on le verra tout à l'heure, puisque le Mac s'inscrit bien évidemment dans un écosystème riche et complexe. J'aurai la chance d'intervenir ce matin sur ce que l'on a mis en place, ce que nous avons co-construit ensemble, et bien pour assurer la montée en compétences des équipes de nos clients. Super Cédric, je me présente à mon tour. Donc, je suis Yann Menez, responsable des solutions mobilité chez NMAC Store. Donc, je pilote une équipe de spécialistes qui vous accompagne, vous clients, dans la conception d'un projet, que ce soit autour du matériel, du logiciel ou bien des services associés. L'objectif étant de vous accompagner dans la mise en place d'une solution complète dans votre infrastructure. Alors, on n'active pas les caméras exceptionnellement aujourd'hui parce qu'on a quelques soucis de bande passante. Donc, afin de préserver la qualité audio et de la présentation, on n'a pas activé les caméras. Donc, j'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Alors, je vous fais part de l'agenda. On va tout d'abord vous parler de cette nouvelle puce M1 qui équipe les nouveaux Mac. Donc, c'est une architecture 100% Apple et que j'aurai vraiment plaisir de vous présenter en détail. On verra ensuite les bénéfices de la plateforme Silicon. Alors, on détaillera qu'est-ce qu'est la plateforme Silicon en détail. Nous verrons ensuite la partie logicielle, puisque avec l'arrivée de ces nouvelles machines, c'est accompagné d'une nouvelle release de la version de macOS, donc qui s'appelle Big Sur. Et on verra également les autres points importants sur la partie logicielle, donc Rosetta 2 notamment, ainsi que les apps associées et qui sont aujourd'hui disponibles sur la plateforme M1. Nous vous parlerons également des services que nous vous mettons à disposition. Donc Cédric vous en parlera très en détail, donc des offres dédiées autour du Mac et avec lesquelles InMac peut vous accompagner aujourd'hui. Et puis la traditionnelle session de questions-réponses. Donc tout au long du webinaire, je vous invite à poser vos questions à travers le chat et nous les reprendrons en fin de session et nous y répondons avec Cédric. Donc, n'hésitez pas à travailler avec le chat tout au long de la session. Je te propose, Yann, de toute façon, de noter les questions au fur et à mesure qu'elles arriveront sur le chat. Comme ça, on les aura prêtes peut-être pour la fin du webinaire. Ça te va? Écoute, c'est parfait, ça me va très bien et merci de cette précision. Apple Silicon, Tim Cook a présenté l'année dernière, c'était au mois de juin, en plein confinement et pendant la développeur conférence, cette nouvelle plateforme. Donc, c'est quoi Apple Silicon? C'est aujourd'hui la nouvelle plateforme qui équipe les Mac M1. C'est une plateforme dans laquelle on va retrouver une puce entièrement maison, donc une puce qui va regrouper un certain nombre de technologies embarquées. On va les détailler un petit peu plus tard. Cette technologie, elle est basée sur une architecture processeur de type ARM. Donc, c'est une technologie qu'on a largement éprouvée chez Apple avec l'héritage iOS d'aujourd'hui, puisque les processeurs ARM équipent toute la gamme iOS depuis les origines. Donc, ça fait plus de 10 ans d'expérience qui sont aujourd'hui mises à disposition autour de l'environnement M1. Lors de cette présentation, Tim Cook a également précisé que cette plateforme allait devenir la plateforme de référence chez Apple et qu'aujourd'hui, donc la plateforme avec les processeurs Intel qui existent dans la gamme va progressivement
laisser place à cette nouvelle architecture. Donc, il a annoncé un calendrier de 2 ans, donc 2 ans qui va être une période de transition pendant laquelle toute la plateforme Intel va être progressivement, avantageusement remplacée par la plateforme M1. The M1 is not a Mac evolution, this is a Mac revolution. C'est une citation du magazine Wired, donc en novembre 2020. En novembre 2020, lors de la première présentation et des premiers tests qui ont été faits, notamment par ce magazine, on a pu le voir, on a pu le constater et l'apprécier. On a vraiment eu des très gros changements. À première vue, ce n'est pas forcément visible, puisque on le voit, les 3 nouveaux modèles qui sont apparus, donc le MacBook Air, le MacBook Pro, le Mac Mini, reprennent les mêmes châssis que la gamme précédente. En revanche, la révolution, elle est vraiment à l'intérieur, avec des performances, on va le voir plus en détail, qui sont vraiment de tout premier ordre. Je vous laisse apprécier les différents commentaires de la presse avant d'entrer plus en détail sur la plateforme en tant que telle. On peut le lire chez Numérama, Apple a fait un pas de géant. BFM TV nous parle d'une nouvelle ère, au même titre que Numérama. Et puis Presse Citron nous confirme que c'est également une révolution. Alors, vous pouvez retrouver tous ces tests sur le web. Je vous invite par curiosité à les consulter pour retrouver des tests poussés et très en détail. Alors, parlons de cette puce M1. Donc déjà, ce qui est une révolution, le point le plus important à noter, c'est qu'aujourd'hui, avec cette puce, Apple intègre une plateforme complète dans laquelle, sur une puce unique, on va retrouver aussi bien le CPU, la mémoire, donc un CPU qui est animé par 8 cœurs, avec un processeur graphique qui également est animé jusqu'à 8 cœurs. Donc on a du MacBook Air avec 7 cœurs en entrée de gamme, et puis après du 8 cœurs en configuration et du 8 cœurs en standard sur les Mac mini, ainsi que sur le MacBook Pro. Le Neural Engine, donc c'est la partie spécifique qui va notamment pouvoir accompagner le traitement de l'intelligence artificielle. Et la mémoire RAM qui est embarquée. Donc on est aujourd'hui dans une configuration où la mémoire est directement intégrée sur cette puce. On n'a plus des barrettes mémoire dédiées avec un bus mémoire qui achemine les informations de la mémoire au processeur. Là, tout est intégré directement sur une puce, ce qui permet d'avoir un traitement des informations beaucoup plus direct. Et on va le voir un petit peu juste après, des performances qui sont vraiment significatives. Je vous en parlais de ces performances. Les premiers tests qui ont été faits, et ainsi que tous ceux qui ont suivi, ont confirmé des performances de processeurs qui sont de l'ordre de 3 fois et demi supérieures à ce que l'on retrouvait sur la gamme précédente, aussi bien sur les MacBook Air que sur les MacBook Pro. Des performances graphiques qui sont jusqu'à 6 fois avec ce que l'on avait l'habitude de voir avec un contrôleur intégré, pardon. Donc là, on compare bien les performances avec un contrôleur intégré et non pas avec une carte graphique dédiée. Donc jusqu'à 6 fois, c'est quand même beaucoup pour des machines que l'on retrouve dans cette gamme-là. Et puis de l'apprentissage automatique, on l'a vu juste avant, notamment avec ce Neural Engine qui est intégré, jusqu'à 15 fois supérieur à un traitement par rapport à ce que l'on avait précédemment. Une autonomie record. On en parlera en fin de session s'il nous reste un petit peu de temps, mais j'ai pu l'apprécier sur la machine que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant, qui est équipée d'un M1. L'autonomie, c'est vraiment quelque chose qui est important quand on est en nomade vraiment tout au long d'une journée, que l'on a besoin de pouvoir utiliser sa machine pleinement. C'est vraiment avéré dans les faits. Aujourd'hui, on a une machine qui est capable de tenir une journée complète, même en sollicitation intense. Et si on est en sollicitation modérée, tous les tests que l'on a pu voir jusqu'à présent peuvent amener jusqu'à 18 heures d'autonomie sur un MacBook Air, voire 20 heures sur le MacBook Pro, ce
qui est, pour tous les utilisateurs nomades, vraiment très, très important. Ça permet de quasiment travailler sur 2 jours en cas de sollicitation modérée, sans avoir besoin d'avoir son chargeur avec soi. Et puis aujourd'hui, avec cette nouvelle architecture, s'offre un nouveau monde d'app. On va en effet avoir aujourd'hui 3 types d'apps qui sont disponibles pour cette plateforme-là. Les apps universelles, donc ce sont toutes les apps qui existent aujourd'hui et qui ont été réécrites par les éditeurs afin d'assurer la compatibilité aussi bien sur la plateforme Intel que sur la plateforme Silicon. Si aujourd'hui les éditeurs n'ont pas encore terminé ce travail ou bien que ces applications ne sont pas disponibles, il existe un environnement d'émulation mis à disposition par Apple qui s'appelle Rosetta 2. Donc cet environnement d'émulation qui est intégré avec la nouvelle version d'OS macOS Big Sur, donc, dont on va parler en détail juste après. Donc cette plateforme va permettre de pouvoir émuler les applications et donc d'utiliser une application qui n'aurait pas été développée en environnement Silicon. Et puis, cerise sur le gâteau, on va également pouvoir hériter du catalogue d'applications qui existe aujourd'hui sur iPhone et iPad. Donc, ça veut dire que dès aujourd'hui, vous pouvez faire tourner des applications qui, à l'origine, ont été prévues pour fonctionner sur un iPhone ou un iPad. Alors, en termes de fonctionnement, vous allez peut-être avoir des applications qui graphiquement ne seront pas optimisées puisqu'elles sont prévues pour l'écran d'un iPhone, mais en revanche, elles fonctionneront tout à fait d'un point de vue fonctionnalité. Donc, c'est très intéressant, notamment si vous souhaitez faire des tests d'applications depuis un Mac. macOS Big Sur, donc sur la partie OS, Apple a apporté également une conduite importante dans ses modifications, une conduite au changement. Aujourd'hui, macOS Big Sur, donc, qui est aussi macOS dans sa version 11, donc c'est un changement de nomenclature, c'est pas anodin chez Apple de changer le numéro de version. C'est en effet la mise à jour la plus importante qu'Apple ait réalisée depuis 10 ans. En effet, pour pouvoir aujourd'hui tirer parti de cette nouvelle architecture M1, Apple a travaillé énormément sur la partie logicielle de façon à avoir un ensemble qui permet d'assurer ces performances incroyables dont nous venons de parler jusqu'à présent, ainsi qu'une autonomie qui est optimisée largement grâce à macOS Big Sur. Donc, à titre d'exemple, on a aujourd'hui une navigation avec Safari qui se fait désormais jusqu'à plus de 1,5 fois plus rapide que celle que nous l'avions précédemment. Je reviens un petit peu sur les apps. Donc, tout à l'heure, je vous en ai parlé. On a bien aujourd'hui les applications natives, donc toutes celles qu'Apple a mis à disposition, Apple ainsi que les autres éditeurs, à disposition avec une compatibilité assurée sur l'environnement Silicon. L'ensemble des applications tierces sont dès aujourd'hui compatibles. La suite Office, notamment, quasiment dans son intégralité, est compatible en format universel. Donc, ça veut dire qu'elle est optimisée pour fonctionner sur un environnement M1. Il reste encore quelques réglages à faire pour Microsoft sur Teams, notamment. Donc, il est aujourd'hui compatible avec Rosetta 2. C'est une application qui tourne encore nativement en Intel, mais pas nativement avec le M1. Mais ça fonctionne très bien. J'utilise Teams au quotidien sur ma machine sans aucune difficulté et de façon totalement transparente. Les autres éditeurs, et notamment Adobe, ont également proposé des versions qui sont optimisées pour le M1 et donc vous pouvez en profiter dès aujourd'hui sur l'ensemble de vos machines. Donc je rappelle bien, c'est important, aujourd'hui que vos applications soient compatibles avec la nouvelle plateforme ou qu'elles ne le soient pas encore, vous pouvez les utiliser directement sur l'environnement M1. Cette nouvelle plateforme ne sacrifie pas la sécurité. On retrouve toujours en effet à travers les nouveaux MacBook M1 tous les outils de sécurité qu'Apple a développés jusqu'à présent sur l'environnement Mac.
à savoir l'enclave sécurisée, donc qui va permettre notamment de démarrer le Mac dans une séquence entièrement sécurisée. Cette séquence va permettre de s'assurer que la machine démarre bien dans l'environnement dans lequel elle doit démarrer. Il n'y a pas de difficulté pour la démarrer. Le Touch ID qui permet de simplifier l'activation des mots de passe sur la machine. FileVault qui permet de sécuriser et de chiffrer l'intégralité des données sur vos disques durs. Et puis les apps sécurisées qui permettent de renforcer également. La sécurité, c'est un point qui est très important aujourd'hui. Donc, il faut vraiment se fier à toutes les applications que l'on fait tourner sur une machine. Et aujourd'hui, avec l'ensemble de la chaîne de sécurité qu'Apple met à disposition, on travaille avec une machine qui propose le maximum de sécurité disponible sur le marché aujourd'hui. On retrouve toujours également la facilité de déploiement, avec notamment la gestion des appareils mobiles. Aujourd'hui, la plateforme M1 hérite de l'ensemble des outils qui permettent de faire du déploiement facilité, avec un enrôlement automatisé, donc ce que l'on appelle du zero touch, ou plus connu également sous le DEP. Donc pour ceux qui ont déjà déployé des enrôlements automatisés avec la plateforme iOS et ou du Mac précédemment, le M1 assure la compatibilité. Le Modern Deployment, ça veut dire qu'aujourd'hui, le Mac, y compris le M1, va pouvoir être géré depuis des solutions type MDM, donc des solutions que vous avez déjà en place ou que vous pouvez mettre en place, de façon à pouvoir gérer votre flotte de façon centralisée et simplifiée. On va parler à présent du cycle de vie d'un projet Mac. Aujourd'hui, le cycle de vie, vous voyez, il se passe sous quatre grandes étapes: l'acquisition, le déploiement, la réparation et la reprise. L'acquisition, ça va être quoi? Ça va être les possibilités offertes par la plateforme Mac à travers des offres de location. Les nouveaux Mac n'échappent pas à ce que l'on a aujourd'hui sur le reste de la gamme, à savoir une valeur résiduelle élevée. Aujourd'hui, au bout de 24, 36 mois, voire 48 mois d'exploitation, le matériel Apple a encore une valeur sur le marché. Cette valeur, donc, que l'on appelle résiduelle, permet de proposer des offres locatives qui sont très attractives, donc sur 24 ou 36 mois, avec des options qui permettent d'être relativement flexibles. Donc, parmi ces options, on va retrouver la possibilité de gérer votre parc avec une tolérance de non-restitution notamment. Donc, dans une gestion de parc entreprise, ça vous permet d'avoir vraiment de la flexibilité maximale et de mieux gérer vos actifs en fin de vie. La partie déploiement, je vous en parlais précédemment, on va pouvoir avoir une gestion unifiée à travers une console type MDM, donc, ou un UEM, donc Unified Endpoint Management, qui permet en effet de gérer le Mac de la même façon que les autres devices de votre flotte. Donc l'inscription à travers Apple Business Management, le VPP ou le DEP est toujours au programme. Et puis, on va parler tout à l'heure plus en détail des solutions Mac in a Box que vous allez pouvoir retrouver chez une Mac W Store. Pour ce qui est de la gestion du run, donc vous allez pouvoir retrouver chez une Mac l'ensemble de l'offre Apple Care sur la partie matérielle, mais également des offres InMac le W Store qui vont vous permettre de gérer la casse et la panne de façon illimitée en mode projet. Donc, selon vos besoins, on va vous proposer des offres entièrement customisées. Et puis, pour terminer, la reprise. Vous avez un parc existant, vous souhaitez faire reprendre ce parc existant. Nous avons des solutions à vous proposer, que ce soit sur une reprise directe du matériel ou du recyclage, de l'effacement de données, le tout en conformité avec les normes RGPD. Je vais à présent laisser la main à Cédric pour nous parler des challenges opérationnels. Cédric, à toi de Ouais, jouer. merci Yann. Ouais. Donc, comme tu l'as très bien introduit initialement, cette petite puce peut mettre des cœurs à l'ouvrage. Et c'est vrai que le Mac reste un formidable outil de productivité dans l'entreprise, bien sûr, sous prérequis,
que le Mac s'intègre à une architecture, à une infrastructure, à des métiers qui peuvent être complexes ou en tout cas très différents et hétérogènes. Alors, le principe, c'est que la DSI aujourd'hui relève un certain nombre de défis chaque jour, comme par exemple réduire l'écart entre les attentes des métiers et les besoins en sécurité, d'intégrer les bénéfices, les nouvelles features, le multi-environnement, les cycles d'innovation qui sont de plus en plus rapides, d'équilibrer les investissements entre l'opérationnel, le quotidien, et puis une vision peut-être IT à moyen long terme, ou encore de garantir la compétence et l'autonomie des équipes qui sont en charge bien, du design, du build ou du run. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la vraie vie. Alors, le Mac, notamment le M1, va parfaitement s'intégrer avec 3 briques constituantes. Et je vous expliquerai, donc je vais vous les donner, puis je vous expliquerai après le parcours qu'on va avoir mis en place pour vous permettre de monter en compétence dessus. Alors, les 3 grandes briques aujourd'hui, elles sont essentiellement constituées de la brique de gestion, plutôt ramenée à ce qu'on appelle le MDM anciennement, ou en tout cas l'UEM aujourd'hui. MDM, c'est Mobile Device Management. L'UEM, c'est Unified Endpoint Management. C'est vraiment l'outil cœur qui permet de faire de la gestion de parc, voilà, de façon vulgarisée. Ensuite, on va monter sur une deuxième brique, ça va être l'adossement à des annuaires et ou à des systèmes d'authentification. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante de la notion de sécurité. Et là, on va s'intéresser à des choses comme le SSO, le Single Sign-On, et ou par exemple le MFA, multifacteur authentification. Donc ça, ce sont aussi des choses qui sont parfaitement intégrées à cet environnement Apple et encore plus sur le M1. Et puis la dernière, ça va être tout ce qui va être sauvegarde, recovery, sécurité, et notamment peut-être bien en cas de crash, comment on fait pour remettre en route un Mac. Si on est en tentative de phishing, est-ce que on a des attaques man in the middle? Donc voilà, comment on renforce également la notion de sauvegarde, restitution, sécurité pour continuer de faire une mise en opérationnel active. Ok, donc à la suite de ce constat et au vu de l'ensemble de la richesse de vos infrastructures, j'insiste là-dessus, eh bien, on devait vous proposer un parcours adapté à ces différents besoins et notamment aux différents niveaux de compétences des entreprises. Cette approche est constituée, elle a été conceptualisée avec le Mac in a Box. 3 grandes constituantes de cette approche. La première, elle est sur une offre plutôt de découverte, ensuite de consolidation, pour finir bien sûr avec une grande expertise. Alors, on va revenir aujourd'hui sur les 2 premières qui sont vraiment, en plus, davantage en focus de la partie M1. On va avoir donc le Mac in a Box D. Ça, c'est plutôt vraiment une offre d'approche, de mise en perspective lorsque l'on ne connaît pas ou lorsque l'on ne connaît pas suffisamment, en tout cas, l'environnement Apple du Mac, macOS, pour le faire. Et puis, vous allez voir après en détail, on a constitué des modules pour les utilisateurs et des modules pour les administrateurs. Ensuite, on va avoir le Mac in a Box Overview. Donc là, on est vraiment sur une consolidation, on est sur une durée un peu plus longue, on est sur 3 jours. Là, ce sont des équipes qui ont déjà des connaissances, peut-être même qui ont déjà des Macs en administration ou en gestion, ou qui ne l'ont peut-être pas encore fait. On parle encore aujourd'hui beaucoup de Shadow IT. Donc, vous allez le voir en détail après, on a un module qui devrait normalement vous permettre d'intégrer parfaitement les Macs dans votre infrastructure. Et la dernière est plutôt réservée à des entreprises multiservices où on aurait une coordination à faire entre des équipes, par exemple, réseau, sécurité, authentification, voilà, qui sont différentes et qu'il faudrait mettre autour d'une table pour obtenir une cohérence et une validation des prérequis. Ça, on le verra peut-être dans un autre webinaire. Alors, pour le Mac in a Box Day, aujourd'hui, nous avons 7 modules. Nous en avions il y a encore quelques semaines que 5. Et puis, on a créé, pour le coup, 2 modules complémentaires sur la partie M1, qu'on appelait main dans la main, nouveauté gestion. Alors, je vais reprendre d'abord les modules initiaux. Vous avez des petits logos en bas. 2 modules sont plutôt orientés vers les utilisateurs pour la découverte de l'environnement. Donc, le premier, c'est faites connaissance avec macOS. On va avoir vraiment le b.a.-ba, l'entrée en matière, l'appropriation finalement de l'environnement qui va aller des gestes, des raccourcis,
jusqu'à la façon dont on utilise, par exemple, les outils de recherche, l'ouverture, la fermeture des applications, etc. Donc, ça, c'est un module qui peut être orienté sur des publics, par exemple, de 8 à 10 personnes au maximum. On le fait très bien à distance aujourd'hui. De toute façon, le contexte sanitaire ne nous propose pas de faire autre chose. Mais donc, on le fait à distance et puis on vient expliquer, mettre en confiance, en considération pour limiter les freins à l'appropriation. Le deuxième, ça va être le Microsoft en iMac. Donc là, on va avoir un focus particulier avec la suite de productivité Office. On va avoir Level 1, Level 2 pour la partie Mac Admin. Alors là, ça va vraiment être eh bien, comment on fait de l'intégration du Mac, la gestion d'identité, des droits, la gestion des données, la gestion des réseaux, tout simplement. Et puis, sur le deuxième step, on va avoir vraiment eh bien, une gestion liée peut-être à des annuaires ou à des emails. Le système avancé, j'en parlais tout à l'heure de recovery. Et la sécurité, la confidentialité, comment ça se gère, le multi-user, etc. Un dernier module qui peut être important pour des entreprises qui souhaiteraient basculer des utilisateurs initialement dans des environnements Microsoft vers des environnements de Mac, eh bien, c'est comment on fait une remédiation applicative, comment on s'assure de ne pas perdre de données, de transférer correctement les données. On vous donne finalement toutes les bonnes pratiques qui vont vous permettre de préparer une migration et un déploiement de nouveaux users en Mac versus initialement Microsoft. Et puis, les deux derniers modules, eh bien, ils sont vraiment axés spécifiquement sur ces nouveautés du M1, sur la sécurité, sur des choses assez spécifiques comme l'Universal Binary, la compatibilité applicative. Rosetta 2, Yann en a parlé tout à l'heure, hein, cet outil qui permet de virtualiser un certain nombre de choses si jamais le logiciel que vous souhaitez utiliser n'est pas encore prêt à tourner nativement sur le Mac M1. Et puis, le sharing mode, le logging, la virtualisation. J'ai une question d'ailleurs qui est arrivée. Je rebondis là-dessus. On me demandait s'il était possible de virtualiser des sessions complètes Windows. Oui, sous condition. Il y a des choses qui sont déjà parfaitement en place et d'autres qui sont encore aujourd'hui en bêta. Je pense par exemple à Parallel 16 qui permet de virtualiser un environnement Microsoft si jamais on en avait besoin, notamment en infrastructure, en AD, etc. Et bien avec du Windows 10 ARM. Tout est possible, tout est déjà possible. Le gros travail de remédiation applicative a déjà été fait depuis l'été dernier, hein, puisque c'est le M1, on le teste depuis l'été dernier, jusqu'à aujourd'hui. Et éventuellement, ce qui ne serait pas possible, de toute façon, on a toujours Rosetta 2. Voilà, ça c'était pour les premiers, l'offre plutôt découverte. On va passer à l'offre un petit peu plus, cossue, on va dire, un peu plus épaisse. Et là, vraiment, on va s'intéresser notamment à des programmes de choix. Les programmes de choix, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté d'intégrer dans son parc eh bien, un pourcentage de Mac au sein de son parc. On le sait, hein, ça fait déjà 5 ou 6 ans qu'on a sorti le Mac de l'enclave du design. Avant, on disait, bah oui, les Mac, c'est pour les designers. Non, aujourd'hui, le Mac est ouvert à énormément de métiers, notamment des métiers où on a besoin de performance. Je pense par exemple à la recherche. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles, et le M1 permet encore plus de puissance sur ces notions-là. Alors, pour le faire, comment on va faire? On va dresser un constat entre ce que vous avez aujourd'hui en infrastructure et potentiellement comment le Mac va s'y adapter, éventuellement avec des compléments. Alors là, par exemple, il y a un exemple frappant, c'est l'ABM, Apple Business Manager, qui est une console, un portail gratuit, un programme complet qui intègre le DEP et le VPP. Pour ceux qui ne savent pas, le DEP, c'est le Device Enrollment Program, cette capacité à flaguer initialement à travers InMac, en fait, au moment de l'achat, le numéro de série. Ça va être provisionné avec une solution d'UEM. Et grâce au VPP qui va faire la gestion des applications, eh bien, l'ADSI va pouvoir mettre dans les mains de son utilisateur sans autre acte physique, finalement, sous réserve d'avoir une bonne connexion réseau, eh bien, login mot de passe, on va avoir la totalité de l'environnement qui va descendre automatiquement sur l'environnement de l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle communément le zéro touch.
D'accord? Donc voilà, dans ce programme, par exemple, on a ça. On va retrouver les bonnes pratiques, OK. On va retrouver tout savoir pour intégrer le M1, donc ça, c'est spécifique. Mettre en place le support, organiser la maintenance. Bah oui, parce que tout à l'heure, on était vraiment sur la découverte. Là, on va se projeter sur, c'est bien d'intégrer du Mac, mais comment on le gère au quotidien? Et puis, comment on va le gérer eh bien, tout au long du cycle de vie de la solution au sein du parc. Voilà, on a vraiment souhaité adapter les demandes des clients eh bien, à un parcours qui normalement reflète la majorité de leurs attentes. J'en ai fini sur cette partie Mac in the Box Overview. Je Super, te merci redonne Cédric. la main, Yann. N'hésitez pas à Merci poser vos beaucoup. questions du coup dans le chat. Yes, super. Donc, je reprends les différents points. Merci de cette présentation sur les offres Mackinobox. Aujourd'hui, hein, j'espère que vous l'aurez compris, ces offres-là sont adaptées aussi bien pour les petites entreprises que pour les très grandes entreprises. Lorsqu'on a créé avec Cédric ces packages, on a vraiment essayé de se mettre à la place des entreprises et des utilisateurs qui souhaiteraient avoir du Mac, ou bien des entreprises qui souhaiteraient mettre à disposition auprès de leurs collaborateurs le Mac. Voilà, on a vraiment essayé de se mettre à leur place et de se dire quels étaient leurs besoins et comment on pouvait vous accompagner, comment on pouvait accompagner ces entreprises, ces collaborateurs, aussi bien les utilisateurs finaux que les administrateurs. Et voilà, on a essayé de les penser au mieux pour vous. Si vous avez des remarques et ou des suggestions, nous sommes aussi à l'écoute hein, pour construire et bâtir sur mesure des offres qui pourraient être encore mieux adaptées. Quoi qu'il en soit, si toutefois vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les offres que nous avons proposées, nous pouvons construire avec vous une offre entièrement sur mesure. Donc, vous l'avez bien compris, hein, InMac Store est tout à fait capable de vous accompagner dans toutes les phases de votre projet, y compris sur la nouvelle plateforme M1. Le Mac, bien évidemment, j'espère que vous l'avez bien compris aussi, est entièrement compatible avec toutes les technologies en place dans les infrastructures au sein des entreprises, y compris si ce sont des infrastructures Windows, donc toutes les technologies dont nous a parlé Cédric, hein, l'authentification à travers l'Active Directory, à travers le SSO, depuis un UMM, tout cela est intégralement compatible. Et puis l'accompagnement que nous vous proposons permettra à vos équipes de mieux intégrer et de manager le Mac comme n'importe quel autre device dans le système d'information. On va à présent passer aux questions. Questions que vous nous avez posées dans le chat tout au long du webinaire. Si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours les poser. On va commencer à répondre aux premières questions. Alors tout à l'heure, tu as répondu à une question à la volée, hein, Cédric. Oui, Quelle autre question tu nous proposes? alors j'avais un complément que j'ai donné directement à Romain qui me le demandait sur Parallels. Donc Parallels aujourd'hui est en bêta. On n'a pas de date officielle, mais on pense que c'est dans les semaines qui arrivent qu'on aura une version officielle. Nous on l'utilise en bêta depuis janvier, ça se passe très bien. Alors qu'est-ce qu'on avait? Comment peut-on tester le Mac M1? Je pense que c'est une bonne question. Est-ce que par exemple chez Mac, vous avez un programme pour ça? Alors, aujourd'hui, il y a un parc de prêts, effectivement, qui existe avec Apple. Selon les projets que vous avez autour de la plateforme, nous pouvons vous accompagner avec le prêt d'une machine. Donc, je vous invite à nous consulter, soit directement, soit à travers votre commercial habituel chez iMac, de façon à avoir les modalités pour obtenir le prêt d'une machine. Très bien. Et petite info comme ça, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai toujours un principe d'objectivité. J'utilise moi un MacBook Air M1 depuis plusieurs semaines et j'ai vraiment l'impression d'avoir un MacBook Pro en fait. C'est assez bluffant. Donc, même si c'est des petites configs, n'ayez pas peur d'intégrer le M1 dans vos parcs en prêt ou en test pendant quelques semaines. C'est comme ça que vous allez vérifier ce qui a été annoncé par Yann, c'est que cette architecture est vraiment, pour le coup, bluffante. Il y a une Alors, deuxième c'est question. vrai, Ouais.
Ce point-là, il est intéressant. Et puisque tu parles de ton expérience, j'ai aussi parlé de la mienne en quelques secondes rapidement. Par rapport à l'autonomie, c'est vrai que les chiffres que l'on peut voir, qui sont vraiment très importants annoncés par Apple, dans la vraie vie, je vous confirme moi aussi qu'en tant qu'utilisateur, donc là, je suis sur une config MacBook Pro, une journée typique qui peut se reproduire, c'est du Teams un petit peu toute la journée, donc avec de l'usage audio et vidéo intensif. Et je peux vous dire que pour avoir déjà fait un test sur une journée avec 7 heures de conférence Teams quasiment non-stop, donc vidéo et son activé, je termine la journée encore avec de la batterie à disposition, il reste une vingtaine de pourcents. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment avoir un usage très intensif avec ces machines-là. Donc ça, c'est super important. On va revenir sur les questions. Ouais, alors il y a une autre question. Le M1 est-il dans tous les Mac à ce jour? C'est une excellente question. Et puis, est-ce qu'un parc peut-il comporter du Intel et du M1? Ça, je pourrais y répondre. Je te laisse la première. Yes. Est-ce qu'il y a du M1 dans tous Alors, les la Macs? première, dans tous les Macs, non. Aujourd'hui, Apple a amorcé une transition, c'est-à-dire que depuis le mois de novembre, les nouveaux Mac M1 sont disponibles. Et puis, Apple donc, a annoncé une transition de 2 ans à partir de la date de sortie des premières machines, une période de transition de 2 ans dans laquelle, dans la gamme, vont cohabiter des Macs avec la plateforme M1 et des Macs qui sont toujours sous Intel. Ce qui permet aux clients qui ont encore des besoins spécifiques et qui ne souhaitent pas encore faire le pas vers le M1 de rester sous Intel. Donc 2 ans. Alors maintenant, il reste 1 an et demi, mais voilà, cette période de 2 ans qui est déjà amorcée permet d'assurer une transition en douceur. Et pour la deuxième partie de la réponse, j'ai noté que tu voulais répondre, Cédric. Oui, parce que un parc peut-il comporter de l'Intel et du M1? Oui, tout à fait, et heureusement bien sûr. L'outil centralisateur de cette gestion de parc, pas uniquement sur l'intégration, mais sur la gestion de parc, de toute façon, c'est l'UEM, Unified Endpoint Management. De principe, l'UEM est forcément compatible avec l'environnement, peu importe le système d'architecture finalement du device. On va retrouver des UM full compatibles avec la gestion du Mac au global, Intel ou M1, que seront par exemple du Jamf quand on est dans un environnement full Apple, avec notamment du Jamf Pro par exemple, mais des solutions aussi hétérogènes en capacité de gérer du multi-device. Je pense à Workspace ONE par exemple de chez VMware, et ou même aujourd'hui du Intune en lien avec du SSL qui pourrait également gérer du Mac. Alors, attention, tous ne font pas du full zero touch, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ou en tout cas, les prérequis peuvent être un peu différents, mais ça ne gêne en rien la visibilité et la gestion du parc, que ce soit sur de l'Intel ou sur du M1. Ok, super. Merci pour cette réponse très, très détaillée. J'ai vu une autre question. Est-ce que nous préconisons le MacBook Air ou le MacBook Pro? Alors, ça, c'est une grande question. Cédric, toi, tu es utilisateur du Air et pour ma part, je suis sur le Pro. Euh, alors, de mon côté, c'est assez complexe à répondre. Aujourd'hui, j'ai pas encore vu les limites de cette machine. Il y a vraiment un gap avec la génération précédente. Euh, on a pu, dans les tests, alors je fais un petit aparté parce que dans les nombreux tests que l'on a pu voir, notamment dans la presse, il a été très bien souligné qu'il y avait une gestion largement optimisée de la mémoire vive et que 8 Go pouvait se comporter comme 16 Go sur une machine. Alors, j'utilise aujourd'hui une machine comme 16 Go, donc je ne peux pas vous répondre si réellement du 8 Go est suffisant. En tout cas, une machine qui a 16 Go, aujourd'hui, quand on regarde l'usage qui est fait des applications, le Mac est capable d'utiliser et d'exploiter ces 16 Go quand ils sont à disposition. Donc, c'est un point peut-être à prendre en compte, notamment dans la mesure où aujourd'hui, la RAM est soudée sur le. Enfin, même plus que soudée, elle est directement intégrée sur la puce, donc vous ne pourrez pas faire évoluer votre machine. Donc, c'est un point peut-être à prendre en compte si vous souhaitez garder votre machine longtemps dans la durée. Oui, Et donc, ouais, pardon. vas-y, si on revient sur la question de base, R ou Pro, Cédric, c'est quoi ton point de vue?
Ben, pour rebondir sur ce que tu dis, pour compléter, le principe, c'est que ça, c'est le genre de choses qu'on vient lister en atelier sur le Mac in the Day, que ce soit en Mac in the Box Day, pardon, ou en overview. Ce sont les usages métiers. Forcément, suivant ce qu'on va avoir à demander à sa machine dans le contexte de son métier, eh bien, on va choisir une architecture. C'est ce que tu expliques, Yann. Il y a également le principe de dire attention. Aujourd'hui, pour bénéficier des futurs bénéfices des applications, et même s'il y a de l'optimisation, elles sont quand même de plus en plus gourmandes. Suivant la durée avec laquelle on va embarquer du Mac dans son parc, là, on pourrait faire un choix différent sur la RAM. Je m'explique. Si on souhaite renouveler très rapidement, par exemple sur des périodes de 24 mois, ce qui est assez rare sur le pack, puisqu'on est souvent au moins sur du 36. Alors, partons sur du 36. Absolument. Peut-être que le 8, avec les possibilités de cette puce, suffira amplement, par exemple, à un métier type commercial. D'accord. Quelqu'un qui va devoir faire de la virtualisation partira peut-être sur un MacBook Pro avec une config de RAM équivalente. Okay. Par contre, si on engage le parc sur 4 ou 5 ans, peut-être que l'effort je crois que l'écart doit être de 150, 180 euros par machine environ pour monter sur du 16, ok, puisqu'il y a même au-delà. Là, ça peut être un vrai bénéfice dans cet investissement puisque, et je crois que tu peux en parler aussi, le coût résiduel, c'est-à-dire le coût de sortie de votre Mac au moment où vous allez le rendre, que ce soit loué ou revendu en broc, par exemple, au bout de cette période de 4 à 5 ans, vous les aurez largement amortis, en fait. Est-ce que Yann, toi, Absolument. tu peux faire un point sur cette notion de valeur résiduelle, parce que peut-être que tout le monde ne la connaît pas. Oui, tout à fait. J'en ai parlé tout à l'heure dans la présentation, la valeur résiduelle qui est en effet la valeur de revente potentielle du Mac en fin de période. Plus la machine est attractive, meilleure sera cette valeur de revente. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, vous investissez sur une machine qui a déjà 16 Go de RAM, sa valeur de revente en fin de période sera plus élevée également parce que la machine sera plus attractive et plus demandée par les utilisateurs de second marché. Donc, c'est à prendre en compte également. Et puis, aujourd'hui, donc, ce sont des configurations qui sont sur mesure. Si malgré tout vous êtes pressé, sachez que vous pouvez les retrouver disponibles chez nous, les configurations CTO en 16 Go, en M1, elles sont disponibles sous 24 heures chez le Mac W Store. Je ferme l'aparté. Et en termes d'usage, il y a un point dont on n'a pas parlé, mais peut-être que toi, tu pourras le conforter hein, en tant qu'utilisateur de R, c'est le ventilateur. On n'en Ça parle chauffe pas plus. trop, on ne le voit pas trop, Mm. mais quand on est un utilisateur intensif de la machine et que le ventilateur se met en route sur un Mac, au bout d'un moment, ça devient assez fatigant. Et c'est vrai que pour avoir de mon côté sollicité la machine jusque dans ces derniers retranchements, le ventilateur, je ne l'ai pas encore entendu. Donc ça, c'est vraiment Ouais. appréciable aussi au quotidien. Tu as raison. Sur le MacBook Air, en usage productivité Office en tant que tel, j'utilise Keynote, j'utilise PowerPoint, j'utilise énormément de choses. Outlook, c'est l'outil de l'entreprise. Je fais tourner du Teams simultanément à du Ring Central, qui est une autre solution de collaboration. La machine n'a jamais toussé. Jamais, jamais, jamais. Et puis, de façon professionnelle, j'utilise aussi Photoshop pour un certain nombre de choses marketing. La machine n'a jamais toussé non plus. Et puis, de façon personnelle, je fais un petit peu de Final Cut Pro sur la partie montage vidéo. Et à nouveau, la machine n'a jamais montré de signe de faiblesse. Là où, sur mon précédent en Intel, il fallait que je fasse quand même la part des choses sur le multi-logiciel engagé à un instant T. Voilà. Alors, moi, je suis pas allé bencher avec des outils. De toute façon, je crois que c'est disponible sur le net. Hein. Il y a suffisamment de données sur le net. Mais vraiment et objectivement, ça reste une machine formidable. Que ce soit en 8 ou en 16, ça reste une machine formidable. Et moi, le R me convient très bien. Là, on est quasiment en réel à 12 heures par jour d'autonomie. Je sais pas vous, hein, mais moi déjà quand je passe les 10 heures, je fatigue. Donc elle me suffit amplement de cette machine pour travailler au quotidien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, Ouais, les absolument. utilisateurs comme chez nous, hein, les consultants ou les architectes ou les ingénieurs,
eux ont des besoins plus lourds et notamment de virtualisation, je pense qu'ils garderont quand même l'entrée de la machine pro. C'est ma conviction. Je pense qu'on pourrait avoir une augmentation du nombre de MacBook Air en entreprise, un petit peu en cannibalisant finalement l'ancienne part des métiers qui souhaitaient monter sur du pro, alors qu'aujourd'hui, grâce à ce processeur, on n'a pas besoin d'aller forcément sur un MacBook Pro, par exemple, pour beaucoup d'usages métiers. C'est un point important ce que tu dis et à considérer effectivement, puisqu'on reste sur une gamme de prix qui est la même que celle que nous avions dans les gammes précédentes, mais avec un gap de performance et d'autonomie qui est largement supérieur, ce qui du coup rend la machine nettement plus attractive. Encore plus Il y a attractif, ouais, encore tout deux à fait. Ouais. questions et je vois qu'il est déjà 11h49. On va essayer peut-être de les balayer super rapidement. En cas de panne du processeur où tout est inclus, dedans, combien de temps la machine est non exploitable? Les puces M1 sont-elles échangeables? Alors non, les puces ne sont pas échangeables. On est sur une plateforme où on a une intégration complète dans la carte mère des composants, aussi bien de la puce, le composant mémoire, comme on l'a vu, qui est intégré sur le socle. Donc, ce n'est pas vendu en pièces détachées. Et si vous avez des impératifs de haute disponibilité, je vous invite à nous consulter pour retrouver les offres de garantie spécifiques que nous pouvons vous proposer avec effectivement de la haute disponibilité à J+1, voire H+4 si vous avez besoin, mais en région parisienne uniquement aujourd'hui. Sinon, on vous propose du J+1 sur des flottes de Mac. Et puis la dernière, si on veut faire cohabiter du Windows et du macOS, est-ce qu'il faut 16 Go? Je le recommande vivement en effet, même si aujourd'hui on est toujours sur des versions bêta-test et de la compatibilité. Au niveau compatibilité, oui. En tout cas, pour rebondir sur ta petite toujours question, sur du Mac très Intel. rapidement sur la partie pièces détachées, etc. C'est là où on a vraiment un merge du modèle entre l'humain et puis la machine. L'humain, pourquoi? Parce que le flux qui va permettre d'échanger la machine pendant sa réparation est importante, mais elle est décorrélée finalement de votre capacité à remettre une machine quasiment immédiatement dans les mains de votre utilisateur qui aurait eu un problème. Tout à l'heure, je citais la notion de zéro touch. Cette notion de zéro touch avec cette possibilité de redescendre en quelques minutes l'environnement de l'utilisateur sur une machine, que ce soit la sienne, que ce soit celle prêtée ou que ce soit une nouvelle machine qu'on va lui laisser, ça va éviter en fait ce qu'on appelle le double spare avec j'envoie, je reprends et je réenvoie ensuite l'ancienne machine. D'accord? Ça, on ne fait plus. Le plus souvent, les entreprises font un simple échange, remontent en zéro touch l'environnement de l'utilisateur et ensuite prennent le temps de faire jouer leur garantie et le système de couverture. Donc là, il peut être variable, il en existe plusieurs, pour faire réparer la machine. Puis ensuite, la machine revient dans le parc, entre guillemets, de spare, par exemple, que ce soit chez vous ou qu'il soit délégué à une Mac, puisqu'ils le font également. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre, vous, à la DSI, le plus souvent, et bien d'avoir des collaborateurs, de transformer finalement quelque chose de désagréable. J'ai une panne, on me l'a changé tout de suite et je suis retourné travailler quasiment immédiatement, ou même je l'ai reçu à la maison et j'ai pu retravailler immédiatement. Voilà, il n'y a plus de limite par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment une notion, on va dire, de philosophie de mise à disposition dans les parcs. Et moins de pièces détachées en tant que tel. Ok, eh bien merci pour cette autre réponse super complète, Cédric. On a dépassé un petit peu le timing, donc merci de nous avoir suivis jusqu'au bout pour ceux qui nous accompagnent encore. N'oubliez pas, et pour tous ceux qui nous auraient rejoints en cours, le webinaire sera disponible en replay sur le site InMacW Store. Si vous avez des questions et ou des projets en rapport avec notre proposition autour du Mac, n'hésitez pas à nous consulter, soit à travers votre commercial habituel, soit à travers le site InMac, soit nous contacter directement l'équipe mobilité, mobilité@inmac-wstore.com. Merci Cédric, merci à tous Merci Yann, de votre merci à écoute. toutes et à tous. Ouais, j'ai été ravi. En Et plus, c'était une session avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de questions. C'est toujours un plaisir. J'espère à très bientôt. écoute, c'est un plaisir de partager. Je te dis au prochain webinaire où j'aurai le plaisir de te retrouver, Cédric. Oui, À très vite, portez-vous bien.
À bientôt.